Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être convaincu que lorsqu'on a épargné 5 millions, 4 millions de francs CFA, on doit investir sur place? Mais parce que ces personnes sont persuadées que, quel que soit le nombre d'années qu'elles vont mettre à travailler en Afrique ou en Côte d'Ivoire, elles ne réussiront jamais vraiment à se réaliser. Qu'elles ne réussiront pas à se réaliser totalement. Et les gens ont ces personnes sont toujours fascinées par le message véhiculé par certains Ivoiriens de l'extérieur qui viennent, qui leur font comprendre qu'importe la manière d'entrer dans ces pays, le plus important, c'est de pouvoir revenir et de réaliser quelque chose. Donc, ils leur véhiculent des messages qui sont archi faux, qui n'ont rien à voir avec la réalité, parce que là-bas, c'est tout un autre monde. Ils ne leur disent pas cela. Il y a des réseaux de prostitution pour les femmes. Il y a des réseaux de trafiquants. Il y a tellement de choses qui me font... qui me révoltent tellement que je n'ai pas envie d'en parler. Parce que chaque fois au centre, on reçoit des gens comme ça qui viennent, qui font des témoignages à ce niveau. Il y a mon frère là, qui était là, qui est parti. Il avait un magasin, par exemple, de cosmétiques au marché de Belleville à Trècheville, qui marchait très bien, mais qui a décidé de tout laisser tomber, de tout vendre et puis d'aller tenter l'aventure de l'autre côté. Mais quand il s'est rendu là-bas, ça n'avait rien à voir avec la réalité. Les conditions de vie sont très difficiles, surtout quand tu n'as pas de papier. Donc, mais ce genre de messages-là, ce n'est pas ces messages-là qui sont vraiment véhiculés. Donc, les personnes qui sont ici sont toujours dans cette illusion de l'Eldorado de l'autre côté. Donc, ils sont prêts à prendre des risques. Ils sont prêts à prendre des risques, malheureusement. Monsieur Konati, vous pensez qu'elles n'ont pas raison de partir et que ce n'est pas juste, ce n'est pas réel ce qui se passe? Bon, je pense que d'abord, il faut être vraiment sensibilisé sur la réalité de la vie en Europe. Moi, je crois qu'il faut que la vérité soit bien dite. Les Ivoiriens, s'ils quittent la Côte d'Ivoire, la vérité doit être dite. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un dictateur qui a été placé par Nicolas Sarkozy pour que la France puisse bien manger. Alassane Ouattara a été placé par la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui fait souffrir le peuple. Oui, la vérité doit être dite. Hein? Il fait souffrir le peuple. Il fait que le peuple puisse souffrir. Et les Ivoiriens, ils sortent du pays pour aller tenter ailleurs. La vérité doit être dite. Et Alassane Ouattara est encouragé par le nouveau président de l'Élysée, Emmanuel Macron. C'est ça, la vérité doit être dite. Il faut arrêter de venir mentir les gens. Ce n'est pas une histoire que la Côte d'Ivoire, ça va maintenant, hein, l'économie grandement faux. Rien ne va en Côte d'Ivoire. Chaque jour, on viole, on tue. Rien ne va. Il faut dire la vérité. Moi-même, je suis un Ivoirien de l'extérieur, j'ai vécu 20 ans en Angleterre. La loi anglaise dit qu'un immigré qui est dans une situation irrégulière est susceptible d'être détenu. Faut-il quitter son pays pour aller risquer d'être en détention simplement parce qu'on veut une vie meilleure? Je reconnais qu'il y a une difficulté majeure, c'est celle de faire miroiter les salaires en Occident. D'aucuns disent, je travaille comme nounou, je reçois tel salaire. Mais tout est proportionnel. En rapport avec le salaire que vous gagnez, vous avez un loyer plus conséquent, vous avez des taxes municipales, et puis vous n'avez pas des loyers à 20 000 francs CFA le mois ou à 30 40 000 francs CFA le mois. Tout est complètement relatif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut permettre aux jeunes d'avoir de la formation. C'est ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, il y a un fonds qui est dédié à cela. Le nouveau ministre, justement, est en train de travailler sur énormément de programmes pour permettre, justement, à beaucoup de jeunes d'avoir des moyens de créer leur propre entreprise et de créer la richesse ici. Bon, je pense que lorsqu'on épargne 3 millions, 4 millions de francs CFA, il est plus intéressant d'investir sur un projet ici en Côte d'Ivoire, quel qu'il soit. L'Eldorado, ce n'est pas ailleurs, c'est chez nous ici. Nous avons le droit de vivre ici, nous vivons ici, nous mettons à la disposition de cette population ivoirienne toute cette stabilité aujourd'hui que nous avons pu avoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La population doit pouvoir en profiter et qu'elle puisse mettre à profit cette stabilité afin d'engager des actions véritables
par rapport à leur mieux-être. Bon, je pense que c'est ce qui est fondamental. Moi-même qui viens de l'Europe, et je reçois énormément de témoignages, je vous en ai fait suivre, contre les difficultés que les Ivoiriens souvent vivent dans les pays d'accueil. Beaucoup cherchent à revenir aujourd'hui. Ils sont nombreux, les Ivoiriens de l'extérieur, qui sont revenus. Nous, on dit, s'il faut partir, il faut respecter les lois des pays d'accueil. Il faut être sûr qu'on peut rentrer dans ce pays en situation régulière. Quand vous n'êtes pas en situation régulière, vous vous faites exploiter, vous êtes ouvert à toutes sortes de réseaux mafieux, et c'est contre tout cela que nous voulons lutter, justement. Madame Bakariko, franchement, est-ce que quelqu'un qui a tout ce qu'il faut sur place ici serait tenté de partir? Je le répète, le mythe. Moi-même, quand j'allais à l'étranger... non, ce n'est plus un mythe véritablement à ce niveau. Lorsque, de façon nette, de façon claire, vous n'avez aucun moyen de vous en sortir sur place, vous avez le droit de tenter ailleurs. Oui, mais ils se disent forcément qu'ils vont avoir plus. En vendant une affaire de 2 millions, ils se disent qu'ils vont avoir peut-être 20 millions. Par rapport à ceux qui sont revenus, à certains qui sont revenus, qui ont construit dans, je ne sais pas, au Maroc, on me dit, ah, mais vous découragez les gens du parti, mais ceux qui viennent, ils nous font miroiter des immeubles ici, ils nous font miroiter des voitures et autres, mais combien qui ont pu réaliser cela au retour? Combien ont pu se faire en partant? C'est cette réalité. On n'a pas les chiffres, comme on dit, on n'a pas suffisamment de chiffres pour démontrer les échecs. Il ne faut pas prendre simplement 2 ou 3 immeubles. Vous pensez qu'il y a plus d'échecs que de réussites? Il y a plus d'échecs. Il y a plus d'échecs. C'est clairement ça, il y a plus d'échecs. Moi-même en partant, quand je quittais la Côte d'Ivoire, j'étais loin de m'imaginer la vie des immigrés. C'est sur place que je me suis rendu compte que c'était totalement contraire à l'idée que je me faisais d'immigrer là-bas. Donc c'est cela qu'il faudra faire voir à ceux qui sont ici. C'est souvent difficile de leur expliquer que ce n'est pas facile là-bas parce qu'ils s'imaginent. Qu'est-ce qui vous a choqué tant? Quelle scène, quelle anecdote, qu'est-ce que vous avez vu et qui vous convainc aujourd'hui qu'il ne faut pas conseiller à quelqu'un de sortir? J'ai eu la chance de commencer mon périple par l'Arabie Saoudite. Et cette anecdote, je la raconte à tout moment. Une femme, une immigrée ivoirienne, décédée en pleine chaussée dans les rues de Riyad, et le corps est resté pendant des heures parce qu'elle n'avait pas de papier. Il fallait retrouver son tuteur, son kafil, et son mari immigré qui n'avait pas les papiers était dans la foule mais ne pouvait pas s'avancer pour dire que c'est le corps de sa femme qui est là. Il a fallu un immigré en situation régulière venir se réclamer comme étant l'époux de la dame couchée. Et cette anecdote, ce fait m'a marqué, ça m'a choqué. Je ne peux pas m'imaginer qu'un être humain couché là, sans vie, qu'on puisse encore rechercher des papiers. J'ai trouvé ça choquant. Et j'ai décidé d'écrire, c'est à partir de cette histoire que j'ai décidé d'écrire toutes ces histoires-là que je vivais dans des livres et puis faire voir la réalité à ceux qui sont restés sur place. Et cette réalité, c'est cela qu'il faudra montrer à ceux qui sont là pour leur dire ce n'est pas du tout le paradis qui est là-bas. Ce qui est là-bas, le gazon n'est pas vert partout. Le chômage se vit également dans ces endroits. Maintenant, plus que jamais. Au contraire, les Dorado, ils se disent que c'est chez nous. Alors pourquoi ne prendrait pas conscience que nous pouvons développer ce que nous avons? Comment vouloir refuser de venir récolter le manioc à Abidjan et aller récolter des pommes de terre dans le froid là-bas? Comment refuser de faire la vaisselle ici et aller faire la vaisselle de l'autre côté? C'est ce mythe-là, je le dis, c'est toujours... On pense que là-bas c'est beau. C'est cela qu'il faut déconstruire dans la tête des jeunes. Il faut leur faire comprendre que les plus grands, ceux qui ont fait fortune sur le continent, ce n'est pas forcément des immigrés. Ils l'ont fait sur place. Ils ont exploité ce que la nature nous offrait. C'est vrai, il y a des circonstances, on reviendra dessus, qui les poussent à aller, l'instabilité des États. Mais nous avons un fonds. On ne peut pas vendre sa voiture, on ne peut pas vendre son affaire et puis aller tenter l'aventure. C'est vraiment suicidaire et puis c'est inexplicable. Monsieur Diaby, je sais que vous avez véritablement vécu la chose, hein, mais pourquoi est-ce qu'à partir d'un moment vous avez regardé tout ce que vous avez ici, vous dites non, je dois absolument partir? C'est vrai que vous avez expliqué les raisons familiales, mais est-ce que c'est suffisant pour que vous alliez à l'aventure? Vous ne saviez même pas où partir. Vous êtes sur l'océan, vous ne savez pas où vous partez. Vous êtes dans le désert, vous n'avez pas de repères. Monsieur Lassina, vous savez que l'aventure est comme... Est-ce que je ne vous comprends pas? Oui, mais vous savez que l'aventure est comme quand les yeux regardent dans une marmite, les yeux peuvent savoir qu'il y a de l'huile dans la marmite quand il y a la sauce. Mais les yeux ne peuvent pas savoir dans la marmite s'il y a du sel.
il faut goûter la sauce d'abord, de savoir qu'il y a du sel. Et l'aventure est comme ça. Quand on voit les pays se disent développés, on voit tout est beau. Et tous ceux qui viennent en Afrique, d'Europe, l'Afrique, tu vois, ils ont des maisons ici, ils ont des véhicules, ça tente. Ça ne fait que tenter les hommes. Donc c'est pour cela que je dis que tant que vous n'avez pas vécu les faits, vous allez beau parler à celui qui est ici, il ne va jamais vous croire. Et même quand tu viens, tu dis là-bas est dur, il va dire c'est dur, mais pourquoi toi tu es là-bas? Donc tu vois on a besoin de sensibiliser beaucoup les gens, comme ce qui se passe actuellement, pour faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, chacun est roi chez lui, chacun peut gagner sa vie chez lui. Mais il faut te dire que d'autres même, ce qu'elle vient de dire, il y a d'autres même qui vendent les véhicules. Histoire d'autres que moi je sais qu'ils ont des sociétés de véhicules. Mais ils se disent que c'est de l'argent rapide. Ceux qui vont là-bas, en moins de rien, vous ne savez pas ce qu'ils font. Et puis, en quelque temps, ils viennent pas vous parler de leurs difficultés. Maintenant, quand ma soeur dit que les gens disent qu'on fait les ménages ici, ceci, cela, mais toi, tu vas dire à quelqu'un, moi, je suis allé pour laver les véhicules dans les car wash. Mais en 1 heure du temps, j'ai fui. Parce que c'est automatique. Automatiquement, la voiture sort, elle rentre, toi, tu ne fais que essuyer le véhicule en plein air, dans le froid. Donc, or que ces jeunes Mexicains qui sont là, ils sont sous-dosés par rapport à toi. Mais tu ne peux pas tenir ce froid-là. Mais quand toi tu es là-bas que tu n'as rien, c'est très 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 difficile de faire croire aux autres que tu n'as rien. Ils vont te dire que c'est celui les vauriens. Les autres ils font un effort et ils envoient l'argent aux parents. Ils font tout. Ça c'est un enfant maudit. Donc ça veut dire que... Mais lorsque ça ne va pas, pourquoi vous ne revenez pas? Mais est-ce que qui même va te donner de l'argent même? Ah, vous n'avez pas non plus les moyens de revenir. Non, mais c'est parce que l'Afrique est bien. Hein. Moi, je m'en vais chez quelqu'un, même si je n'ai pas de transport, il peut me donner des transports de mon quartier à son quartier. Mais le grand frère là, il sait. Très bien. Qui va te donner le transport? En tout cas, je comprends parfaitement. Monsieur Coumber, oui, on reviendra sur le plateau. Monsieur Coumber est en ligne depuis Indianapolis. Monsieur Coumber, on l'a retrouvé, je crois. Y a-t-il quelque chose qui vous révolte dans ces explications-là qui disent qu'il faut absolument aller ailleurs pour réussir? Monsieur Coumber, Monsieur David Coumber, y a-t-il quelque chose aujourd'hui qui vous révolte, qui fait que vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils s'en vont? Je rappelle que vous êtes le chef de mission à l'Organisation internationale pour les migrations. Voilà, encore un problème technique. Donc, on revient sur le plateau avec Mme Bakayoko. Je raconte rapidement une anecdote pour dire pourquoi les gens n'arrivent pas à revenir. Il y a un jeune qui a quitté Abidjan, qui a pris la chaloupe au niveau de Nouadhibou. Grâce à l'ONG, malheureusement, quand ils sont partis, la chaloupe a chaviré. Par chance pour lui, il a pu sortir de l'eau. Quand il est sorti tout essoufflé, grâce à l'ONG, il a pu avoir un téléphone. Il a joint son père au téléphone pour lui dire « Ah papa, je viens d'échapper à la mort. Vraiment, ça n'a pas été facile, je rentre. » Et le père qui lui crie dessus, il n'est pas question que tu me foutes la honte, pas question que tu reviennes. C'est cela la réalité. Revenir ne pas revenir pour ne pas avoir honte. Et le père qui interdit à son fils qui vient d'échapper à la mort de ne pas revenir, c'est dramatique. C'est cela qu'il faut comprendre. Comment comprendre que aujourd'hui, on parle, c'est vrai, aujourd'hui c'est le cas de ces chaloupes et autres, mais en Orient aujourd'hui, ces filles qui vont être filles de maison dans ces maisons en Orient, c'est pas grave aussi, elles partent. Elles partent nombreuses parce que c'est mieux que là-bas, c'est mieux qu'ici. Donc il est bon de partir et puis revenir, oui. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Nous venons d'avoir M. Coumber. Monsieur Coumber. Monsieur Coumber. D'accord. Monsieur Konaté, quelle est votre réaction? Moi, je voudrais dire que c'est vrai que beaucoup de nos frères qui se sont retrouvés en situation de détresse dans les pays ont eu des difficultés à revenir. Le cas de la Libye, le chef de l'État s'est engagé
à prendre toutes les dispositions pour que nos frères, justement, qui étaient pris dans le piège des conflits dans ce pays, puissent revenir. Donc il y a des choses que nous essayons de faire à ce niveau, mais c'est vrai que nous avons rencontré beaucoup d'Ivoiriens qui avaient souhaité revenir et qui n'étaient pas en situation complètement régulière. Et dans d'autres pays, il faut payer des taxes de sortie du territoire lorsque vous êtes en situation irrégulière. Donc en fait, vous êtes allé pour chercher de l'argent, vous n'avez pas pu avoir de l'argent, vous devez trouver de l'argent pour revenir. Et généralement, vous avez dépensé toutes vos ressources sur des réseaux mafieux pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Nous, ce que nous disons aux gens, il faut une plus large sensibilisation qui implique les parents, parce que madame vient de donner d'excellents exemples, et qui implique les parents, comme ça a été fait au Sénégal, des campagnes ont été lancées qui impliquaient les parents dans les quartiers sensibles pour leur dire, attention, il y a aussi l'aventure, mais il y a aussi la mort dans l'aventure. On peut perdre la vie, et quand on perd la vie, on ne sert absolument rien à sa famille s'il tentait qu'au début, notre objectif est d'essayer aussi de soutenir nos familles en détresse pour les exemples que j'ai pu comprendre ici, et puis pour ce qui m'a été expliqué, et ce que j'ai compris dans les explications données par Mme Bakayoko. Madame Agrab. Tout ça pour en revenir aux raisons culturelles. Parce qu'il y a certaines familles, par exemple, où il existe la polygamie, où les coépouses ont leurs enfants, par exemple, qui ont pu partir de l'autre côté et qui leur envoient régulièrement de l'argent. Et parmi ces coépouses, lorsqu'il y en a une qui n'a pas eu la chance d'avoir un enfant de l'autre côté, elle est, je sais pas, elle est un peu comme mise à l'écart, elle a un peu honte. Et lorsqu'elle a la possibilité d'avoir un enfant qu'elle peut envoyer de l'autre côté, mais si celui-là se retrouve dans une situation très difficile, il ne va pas revenir. Cet enfant ne va pas revenir pour faire honneur à sa mère. Parce que, qu'est-ce qu'il aura bien pu faire pour... Il y a ce sursaut d'orgueil-là, de cette fierté. Tu ne vas pas revenir comme ça, les mains vides. Mais il préfère rester là-bas caché dans la misère, dans la douleur, dans la difficulté, plutôt que de revenir comme ça, les mains vides. Ça aussi, c'est le problème culturel. C'est pour cela que le centre d'accueil... lors de ces sensibilisations, on rencontre les parents, comme l'a dit le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, dans les différentes communes, pour amener les parents à se rendre compte que il est vraiment pas très intéressant pour ces parents-là de stimuler les enfants, de les motiver à aller tenter l'aventure dans ce genre de conditions. D'accord. Monsieur Koumba, prenez la parole aussitôt parce qu'on a quelques difficultés pour entrer en contact avec Indianapolis. Allez-y. Très bien, on va continuer. Alors, si, Monsieur Diaby, si on vous posait la question suivante, seriez-vous prêt à recommencer si jamais, je ne vous laisse pas répondre, on va d'abord écouter des témoignages et puis de janvier à septembre 2014, ce sont plus de 200 000 migrants qui ont tenté de façon clandestine de traverser la Méditerranée afin de rallier l'Europe. Parmi eux, de 5% d'Ivoiriens. Et 3 419 migrants ont trouvé la mort durant le chemin. Sita Soro est allé à la rencontre de 2 ex-migrants, 2 Ivoiriens rescapés de cette aventure dans le désert et dans la Méditerranée. Ils nous relatent leur calvaire. Comment vous êtes venu l'idée d'aller à l'aventure en Europe? Bon, l'idée m'est venue, j'étais un employé au port d'Abidjan. Compte tenu de la crise, c'est là que j'ai essayé maintenant d'aller à l'aventure. Étiez-vous informé des risques que vous preniez? Bon, je n'étais pas informé, puisque nous, on a passé par le Maroc. Étant ici d'abord, il y a eu le contact d'un guide au niveau du Maroc. Quand j'ai appelé le guide, il nous faisait croire que on allait voyager par les gros bateaux. Donc c'était faux. D'arriver là-bas, c'est par les pirogues que nous avons effectué le voyage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, le voyage était pénible, puisque d'Abidjan, je suis arrivé à Rabat. Maintenant, de Rabat, quand je suis arrivé de Rabat, le gars, lui, il est venu me chercher, je crois que c'est à la gare des trains. De la gare des trains, maintenant, il m'a pris, m'a emmené chez lui à la maison. Je croyais que c'est chez lui à la maison j'allais rester, puisque la maison était bien, c'était bien améblé, quoi. C'était la joie, je pensais que c'est là-bas j'allais rester. Donc c'était faux. Donc c'est là qu'il nous a pris, maintenant, il nous a envoyé maintenant dans un ghetto. C'est un coin où on fait le regroupement, quoi, des immigrés. Donc quand je suis arrivé, 3 jours après, nous avons effectué le voyage. Et comment le voyage a été? Le voyage était très très pénible, très très pénible. Expliquez-nous un peu. Quand nous sommes arrivés, moi je suis allé
J'ai trouvé des gens qui ont déjà fait 2 ans, 3 ans, qui étaient là, à l'attente du voyage. Parce que par manque de moyens. Bon, moi, Dieu merci, comme j'avais les moyens, bon, moi j'ai fait que 3 jours. Donc, après les 3 jours, on était au nombre de 5 Ivoiriens. Il y avait une fille parmi nous, elle s'appelle Mawa. Bon, c'est après ça maintenant. Bon, c'est-à-dire, chacun a son groupe. Tu vois, non? Mais là, le guide qui nous a envoyé, il avait son groupe à lui. Il était constitué de 5 personnes. Donc, ça ces 5 personnes-là, maintenant, nous avons effectué le voyage. Vraiment, le voyage était pénible. Vraiment pénible. Puisque les gars sont venus chercher. Ils sont venus chercher à la maison. Nous sommes allés. Maintenant, il y avait les frigonettes qui nous attendaient. C'est à travers les frigonettes. Maintenant, nous sommes montés dans les frigonettes. Après quelques distances après, maintenant on a retrouvé le gros camion qui était là, qui nous attendait. Le gros camion qui envoyait les bétails là. C'est là ça, on nous a regroupés dedans. Puis bon, vraiment c'était pénible. Bon. De la manière qu'on rentrait, cette manière-là, bon, la position que tu t'assois, c'est cette position que tu vas arriver jusqu'à la destination. Ça, c'est pour... Et quelle était votre destination? La destination, c'était l'Espagne. La destination, c'était l'Espagne. Comment devait se faire la traversée? C'était par les pirogues. Tu vois? Parce qu'une fois arrivé au bord de l'eau, tu ne peux plus faire retour. Parce que c'est quoi on appelle ça? C'est quoi on appelle ça? Tout n'est pas dans le désert, quoi. Une fois arrivé au bord de l'eau, on ne peut plus retourner. Donc on était obligé maintenant d'effectuer le voyage. Il y a eu des morts? Bon, pas de morts, mais oui, ici il y a eu des morts, puisque quand on était dans le désert, parce que quitter le tranquillo, ça c'est le coin de regroupement, où on regroupe tout le monde. Chaque nationalité a son équipe. Après le regroupement, on appelle là-bas le tranquillo. Donc après le tranquillo, maintenant, on a pris les 4x4. Maintenant, ça reste à maintenant, on a fait la traversée du désert pour pouvoir atteindre au bord de l'eau. Parce que le camion n'arrive pas toujours au bord de l'eau, mais arrivé au bord de l'eau, les gars arrêtent. Maintenant, quand on s'est reposé un peu, après, on a fait quelque chose de 8 heures de marche. Maintenant, pour pouvoir atteindre maintenant le bord de l'eau. C'est à travers ces 8 heures-là maintenant qu'il y a eu des gens qui sont tombés. Parce que là-bas, c'est sauf qui peut. Tu vois pas. Parce que 8 heures de marche dans le désert, c'est pas facile. Donc, les gars ont perdu leurs chaussures. Moi, j'étais pieds nus, on a marché pieds nus. Pour pouvoir atteindre au bord de l'eau, il y a d'autres qui sont tombés. On peut plus. Bon, il n'y a pas d'aide, quoi. Personne ne peut aider quelqu'un. Puis toi, tu es fatigué, tu n'as pas le courage de dire que tu vas aider quelqu'un d'autre. Vu tout ce qui s'est passé, si vous avez les moyens de rester en Côte d'Ivoire, est-ce que vous allez effectuer ce voyage? Non. Même mon ennemi, je n'ai pas le conseil de partir, de prendre cette voie. Même mon ennemi. Si j'ai le moyen, je reste en Côte d'Ivoire, je fais tous les choses. Pourquoi avez-vous décidé de partir à l'aventure? En travers la misère que je vis ici, c'est ça qui m'a poussé à partir. Vous ne saviez pas que c'était vraiment risqué de partir? Vous n'avez pas vu des morts à la télévision? On avait l'habitude de présenter. Vous ne savez pas qu'il y avait un risque en partant? Bon, non. C'est à travers mes recherches que j'ai vu que c'était un circuit où je pouvais me rendre facilement en Europe, que c'est en fonction de cette recherche on s'est associé et puis bref on est parti. Si vous aviez les moyens, resterez-vous en Côte d'Ivoire? Bon, pour le moment, actuellement, je suis en train de reprendre la vie à zéro. Donc, s'il y a les moyens, pourquoi pas rester ici? Parce qu'il n'y a rien à faire qu'on a essayé de partir. Vu tout ce que vous avez vécu, avez-vous envie encore de partir, de faire l'aventure? Bon, même mon propre ennemi, je ne vais pas lui conseiller de prendre ce chemin-là. Oui, parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu de mes propres yeux ce qu'est la mort. Parce qu'à chaque instant, on vivait parmi les cadavres. C'était pas facile, sincèrement. Je ne conseille personne à aller sur cette voie-là. Et qu'est-ce qui se passait en route? C'était une grande histoire. Tout a commencé après la frontière de l'Algérie. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on met un grand risque même. On a commencé à voir des morts, nos parents qui n'ont pas pu rentrer, qui sont abandonnés là-bas, plein de choses. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus aussi retourner parce que déjà on avait l'esprit sur là-bas. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé sur l'eau? Bon, d'abord je vais remercier Dieu de m'avoir sorti de là parce que on a négocié avec des gens et puis les gars nous ont donné le bateau, tout, etc. On est tombé d'accord, on devait prendre le bateau à partir de 1h du matin. On s'est rendu au bord d'eau à 20h. Et on a emprunté le bateau à partir de 1h. Par la mer, parmi nous, il n'y a personne. Personne a une fois pratiqué.
L'essentiel, nous, on a loué le machin et on devait aller. Parmi nous, j'avais des femmes, des enfants, des adultes. Donc, on a pris et arrivé à quelques kilomètres d'où on doit s'asseoir, non loin de l'Italie. Non loin de l'Italie, voilà les gardes de la marine, des trucs de l'eau qui sont sortis chez nous en tirant, en nous effrayant. Chacun a essayé de se jeter maintenant dans l'eau, lutter. C'est pas du jeu, c'est pas du jeu. J'ai été victime. J'ai lutté. D'autres n'ont pas pu nager, sont restés là, sont noyés. C'est après, maintenant. Et ce qui est même étonnant, quand les gars viennent, ils vous enseignent, ils jettent une corde. Et chacun doit lutter pour attraper cette corde-là. Chacun doit lutter pour attraper cette corde-là. C'est pas eux qui vont venir te tirer, non. Et c'est en luttant aussi, d'autres se sont noyés. D'abord, quand le bateau s'est renversé, d'autres sont noyés. Ça faisait pitié, ça faisait pitié. Monsieur Diaby, ces images, ça vous dit des choses et ça vous rappelle beaucoup de choses. Beaucoup même. Parce que je dis Dieu merci. Je dis moi je suis vivant, c'est ce que j'ai dit. Je vais pas. Vous savez que la jeunesse d'aujourd'hui, vous allez beau les parler, ils ne vont pas vous croire. Hein. Il faut qu'on va toujours continuer la sensibilisation. Parce que c'est le rêve de tout un chacun d'aller derrière l'eau. Hein. Donc vraiment moi je dis que l'émission est bienvenue pour pouvoir voir la réalité, pour que si nos parents aussi qui encouragent les enfants d'aller, quand ils vont voir ces témoignages-là, ils vont vraiment chercher solution pour dire que je préfère la vie de mon enfant que pour que mon enfant va prendre des risques. Parce que les parents ne savent pas ce qui se passe. Tout ce qu'ils savent que la manière elle est partie, l'autre est parti, l'autre est arrivé. Pourquoi mon fils ne va pas arriver? Il y a des mamans même qui disent que moi, je suis béni, je respecte mon mari, ceci sera. Si moi j'ai respecté mon mari, il faut partir. Tu vas arriver sans problème. Donc vous voyez que quand ces trucs comme ça se rassemblent dans une famille, ça fait qu'il y a une tentation chaque fois que les gens vont. Et je dis même que, vous voyez qu'aujourd'hui, les gens ne passent plus trop par le Mali. Parce qu'à cause des Boko Haram aujourd'hui, les gens ont peur maintenant d'aller sur ce côté. Aujourd'hui, l'immigration maintenant passe aujourd'hui par le Cameroun. En passant par le Cameroun et le Cameroun en passant par le Tchad. Bon, or que dans le passé, quand les choses allaient bien en Libye, il y avait la Libye comme ça, il y a plusieurs entrées en Libye, il n'y en a que 2 sorties. Vous sortez par le bateau, vous pouvez, si ça ne va pas, vous prenez l'avion pour vous retourner. Bon, vous voyez que ça poussera souvent, quand tu vois la carte de ton ami Brou, il faut tout faire pour le thème. Vous voyez même que ces problèmes d'immigration même, moi je dis même que c'est l'extérieur même qui provoque ça chaque fois. Parce que vous voyez qu'à un moment, les gens ne passaient trop par le Maroc. Mais le roi du Maroc a mis mes pieds aujourd'hui. L'Espagne, maintenant, vous voyez que les gens passent plus par l'Espagne. Parce que la solution a été trouvée de ce côté. De ce côté. Maintenant, celui qui pouvait trouver la solution du côté de la Libye, lui n'est plus là. Donc il y a une ouverture. On comprend parfaitement l'idée que vous êtes en train d'évoquer. Monsieur Konaté, est-ce qu'aujourd'hui les chemins clandestins sont repérés de façon nette? Il y a quand même de façon traditionnelle, lorsqu'on regarde, il y a le détroit du golfe de Bengale où les gens passaient à l'époque, il y a le passage aussi, quand on parle de migration, entre les États-Unis et le Mexique. Mais ce qu'on a repéré au niveau de la Méditerranée, je le répète encore une fois, la Méditerranée, c'est 8 fois la taille de la Côte d'Ivoire. Donc, même si les gens estiment que géographiquement, lorsqu'ils vont vers des pays qui ont une côte pas trop éloignée de l'Europe, lorsqu'ils estiment qu'ils se rapprochent en fait de l'Europe, mais en réalité non, administrativement, ils sont aussi éloignés que s'ils étaient encore en Côte d'Ivoire. Bien entendu, beaucoup de portes de sortie ont été aujourd'hui revues. La Côte d'Ivoire a quand même une très bonne politique à ce niveau, justement au niveau de nos jeunes filles, où il y avait des réseaux d'exploitation. Et Madame le ministre Anouloto, d'ailleurs, est présidente de cette commission qui lutte contre la traite des personnes. Donc, à ce niveau, beaucoup est en train d'être fait
pour justement éviter que nos jeunes filles se retrouvent dans des positions aussi délicates, mais aussi au niveau du gouvernement, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de s'arranger pour que toutes ces voies qui avaient été connues soient répertoriées de façon claire et qu'on évite que des Ivoiriens perdent leur vie dans cette aventure. Et de leur dire que, je le répète encore avec Mme Ekra, l'Eldorado, c'est ici, c'est à côté de nous, c'est où nous sommes, c'est dans nos pays respectifs. Mme Bakayoko, peut-on stopper l'immigration illégale et comment? La solution est complexe. La solution est complexe et la solution ne peut pas venir seulement de l'Afrique. On peut stopper, on peut diminuer drastiquement, mais il faut d'abord, pour rejoindre un peu M. Konaté, il faut une véritable volonté politique. Il le disait tantôt qu'ils avaient repéré des voies de passage pour rejoindre par exemple la côte. Il y a des itinéraires qui sont bien connus. Moi, je ne sens pas encore que ces itinéraires-là sont vraiment contrôlés. Il serait bon à chaque frontière de mettre des barrages, je dirais, anti-immigration clandestine. Parce qu'on sait, quand ils sortent, on plus ou moins, parce que quand on rentre, il le disait tantôt, il dit en Libye, quand on rentre, c'est 2 entrées et forcément une sortie, soit par l'eau, soit par l'avion. Mais à un moment donné, ils savaient comment contrôler. Alors pourquoi ne pas faire ce genre de barrage sur les différentes voies et puis essayer de contrôler? Mais déjà, je disais qu'il fallait, la solution est complexe. Il faut une réponse adéquate de l'Afrique. Seul, c'est pas possible. Un pays seul ne pourra pas. Il faut vraiment... Il faut l'implication de ces organisations régionales-là afin de pouvoir vraiment donner un coup de fouet à l'immigration clandestine aujourd'hui qui est devenue une véritable pandémie. Avec ces derniers morts, tous les jours on assiste à des morts sur l'océan, moi je ne sens je sens seulement l'Occident frémir. L'Occident qui vont de sommet en sommet. Mais je ne sens pas cette réponse-là de notre côté. Alors qu'à eux seuls, ils ne pourront pas. À eux seuls, ils ne pourront pas résoudre. Ils sont forcément obligés de revenir en Afrique. Mais quand ils reviendront, est-ce que nous sommes prêts à collaborer avec eux, avec tous les éléments nécessaires pour que ensemble nous puissions trouver la solution? La solution à nous seuls, c'est pas possible. À eux seuls, c'est pas possible. Après, ils n'arrivent pas à gérer la situation. Et tous les jours, ils sont dépassés par la situation. Nous, à notre niveau, à nous seuls, on ne pourra pas gérer. Alors, il faudrait qu'on le fasse ensemble, et avec l'Occident, et nous-mêmes. Mais déjà, je l'ai dit, il faut commencer à faire ce travail-là d'éducation de nos populations, leur faire comprendre que le mythe n'existe plus. Aujourd'hui, l'Eldorado, c'est ici. Il faut déjà commencer cela par mettre cela dans le cursus scolaire. Il ne faut pas se contenter de petites sensibilisations. Aujourd'hui, chaque famille, nous avons une immigrée dans chaque famille. Chaque famille africaine aujourd'hui a fait partie soit un enfant ou a perdu un enfant. Alors c'est devenu forcément un cas, c'est devenu une pandémie pour l'Afrique et il faudrait faire face à cela sans faux fuyant. Il faut le faire vraiment de manière, je dirais, franche. Madame Ekra, aujourd'hui, à votre avis, comment maintenir les Africains, prenons l'exemple des Africains, les Africains chez eux? Chez eux, d'abord, je voudrais revenir sur quelque chose. Il faut d'abord combattre le trafic illicite des êtres humains. Parce que ce réseau de clandestins et ce réseau de trafiquants, c'est un réseau bien organisé. Et c'est ces personnes-là qui donnent l'illusion à ces populations que tout est possible, qu'ils peuvent quand même accéder à l'Europe malgré les dangers dont on parle. Parce qu'ils sont composés de quoi? Il y a des guides, des transporteurs, des logeurs, des ravitailleurs, des fabricants de packs avant d'arriver aux passeurs. Donc c'est toute une organisation et ces personnes-là véritablement doivent être combattues. Après cela, comme nous le faisons au centre d'accueil, donner les informations, les vraies informations aux populations, à la jeunesse, sur les conditions de la migration régulière. Et aussi les inciter à quand même rester chez eux et que ce n'est pas une fatalité de ne pas pouvoir partir en Europe. Pour en revenir à la dame, que l'Eldorado c'est ici et que leurs rêves, ils peuvent le réaliser dans leur propre pays. Donc, il y a des fonds qui sont mis à la disposition de la jeunesse pour pouvoir quand même mettre en œuvre une activité rémunératrice. Il y a au niveau du centre, par exemple, nous avons quand même pu
trouver des emplois à certains jeunes qui sont quand même heureux, qui sont, on peut dire, épanouis, et qui ont déjà abandonné cette idée de partir de l'autre côté. C'est cela. Donc, il faudra continuer dans ce sens. Et nous remercions déjà les autorités qui nous apportent vraiment un coup de main dans ce sens-là. Monsieur Konaté, j'ai envie de dire qu'il suffit de donner du travail aux populations pour qu'elles ne sortent pas. Ça, c'est une façon très simpliste de présenter le problème de la migration. La migration est un phénomène mondial et on ne pourra jamais empêcher les gens de voyager. Ce que nous souhaitons, c'est que les gens remplissent des conditions bien définies. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que Mme Bakayoko disait, il y a un cadre de concertation qui existe, qu'on appelle le processus de Rabat, qui depuis 2006 permet à plus de 60 États, avec la Commission de l'Union européenne, de se rencontrer et de réfléchir sur 3 axes. C'est-à-dire, c'est décourager l'immigration irrégulière, encourager la migration régulière, et puis expliquer comment la diaspora peut contribuer au développement des pays d'origine. Donc il y a ce cadre de concertation. Moi, je irais plus loin, c'est-à-dire engager davantage de contributions au niveau de concertation au niveau de la CEDEAO, de sorte qu'on ait une position commune et que la Côte d'Ivoire intègre le groupe de la stratégie de Rabat et de Rabat et de Dakar. Mais j'avais voulu aussi intervenir sur un élément, c'était expliquer que dans tout ce qui a été fait, l'Afrique petit à petit est en train d'apporter des réponses. Ces réponses ont été locales, ont été par pays. C'est aujourd'hui, nous allons coordonner tous ces efforts et puis je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir trouver... non, on ne va pas freiner complètement l'immigration, mais on peut encourager la migration régulière. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver une solution harmonisée entre les Africains? Et Mme Bakayoko l'a dit, on ne sent pas une politique coordonnée. Mais parce que d'abord, au niveau de la CEDEAO, il y a des politiques coordonnées. Par exemple, vous savez qu'au niveau de la CEDEAO, c'est la libre circulation. D'ailleurs, la CEDEAO est en train de passer de la CEDEAO des États, comme on le dit, à la CEDEAO des peuples. C'est-à-dire qu'avec une carte d'identité, vous êtes libre aujourd'hui de passer dans les différents pays de la CEDEAO. Mais ce n'est pas la même réalité en Afrique centrale, par exemple, où il y a des règles. Il y a 7000 Ivoiriens qui vivent, par exemple, au Gabon, de façon régulière, qui ne sont pas inquiétés. Mais ceux, par contre, qui sont en situation irrégulière, s'ils doivent quitter le territoire, il faut qu'ils comprennent que se mettre dans une situation illégale, on ne peut pas demander la protection de la loi. C'est très important de ne pas fragiliser son statut en se mettant dans une situation très compromettante qui laisse la porte ouverte, comme le dirait l'autre, à toutes les fenêtres. Et ça veut dire toutes sortes d'abus que les gens sont susceptibles de faire, comme elle l'a expliqué, les réseaux mafieux. Ce qu'on fait ici en Côte d'Ivoire, les différentes solutions qui ont été proposées sur le plan continental, déjà au niveau de la CEDEAO, avoir cette concertation, avoir cette position commune, convoquer une autre réunion avec l'Union européenne dans le cadre du processus de Rabat et de la stratégie des Dakar et continuer sur cette lancée. Je pense que les résultats sont visibles. Aujourd'hui, il y a un centre en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de centre en Côte d'Ivoire pour lutter contre la migration irrégulière. Ça veut dire que le gouvernement a quand même évolué étape par étape et nous sommes en train d'atteindre des proportions assez intéressantes dans le cadre de la sensibilisation. Tout cela est en train d'être fait. Mais est-ce que vous n'avez pas constaté quand même que la jeunesse est désespérée de part et d'autre? Je ne parle pas seulement de l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a l'Érythrée, il y a partout ailleurs. Et qu'est-ce qui fait que l'Afrique est devenue la plaque tournante de tous ceux qui sortent, qui vont ailleurs? Je pense qu'on l'a déjà expliqué depuis le début. Il y a ce mythe qu'ailleurs c'est toujours mieux. Parce que indubitablement quelqu'un qui a déjà un commerce qui lui rapporte des ressources qui lui permettent de subvenir à ses propres besoins, qui décide de vendre le commerce et d'aller tenter l'aventure ailleurs, c'est forcément espérer qu'ailleurs c'est mieux et que c'est plus facile. Moi, je suis contre la notion de facilité dans l'acquisition des ressources dont on a besoin pour vivre. Il faut qu'on comprenne ici que le travail, c'est ce qui paye. Il n'y a que le travail qui paye. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a la chance, nous avons une terre assez fertile, nous avons énormément de possibilités, nous voyons beaucoup d'opportunités d'investissement ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a souvent ces besoins de moyens, mais je l'ai expliqué. Il y a aujourd'hui un fonds qui a été distribué, qu'on a commencé à distribuer à la jeunesse, qu'on continue de faire au niveau du ministère de la Jeunesse. Bon, je pense qu'il faut poursuivre cette voie et puis au niveau des sensibilisations aussi continuer. Tout doit aller de pair. On ne peut pas avoir une stratégie, dire qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de migration. Et je voudrais aussi vous dire qu'il y a bel et bien des contrôles aux frontières de Côte d'Ivoire. Il y a bel et bien des frontières. Il y a des personnes qui ne peuvent pas partir parce qu'on les a déjà identifiées comme étant des personnes qui ont tenté plusieurs fois l'aventure. Mais au demeurant, la migration, elle est volontaire.
l'État de Côte d'Ivoire ne demande pas à un individu de signer un document pour lui dire vous devez sortir, vous devez forcément avoir ce document. On lui dit vous devez avoir un document de voyage. Il a un document de voyage, il est libre en tant qu'être humain d'aller où il veut aller. Tout ce que nous souhaitons, c'est que cela se passe dans les règles de l'art. Lorsqu'on dit que vous avez besoin d'avoir une carte de séjour dans un pays d'accueil, vous devez vous rassurer que vous remplissez toutes les conditions avant de risquer vos vies sur des moyens contournés et de vous offrir à des mafieux sur la voie. Oui, allez-y, votre réaction. Dit qu'effectivement, il y a des contrôles sur le jeu. Mais la réponse donnée n'est pas adéquate, puisqu'on assiste toujours à ces morts-là. Ça veut dire que le système mis en place a des failles qui n'arrivent pas encore à résorber ce flot de personnes qui partent. Non, parce que la liberté, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'un être humain qui a un passeport qui dit « Demain, vous décidez, Mme Barayoko, vous dites que vous voyagez ». L'État de Côte d'Ivoire doit vous arrêter pour vous dire « Non, Mme Barayoko, vous ne pouvez pas voyager ». Mais non, M. Konaté, là n'est pas la question. On parle bien de personnes qui vont mourir en mer, qui vont sans aucun document, sans rien de... Comment vous savez? Parce que ce qui se passe, que les gens ne disent pas, et qui est très important à savoir, c'est que dans beaucoup de cas, pour ne pas se faire rapatrier vers les pays, beaucoup détruisent les documents d'identité, ne permettent pas aux autorités de remonter la filière. Mais lorsqu'un Ivoirien dit « je m'en vais au Ghana », il est dans la zone de la CEDEAO. Il dit « j'ai une carte d'identité, je vais au Ghana ». L'État est censé lui dire « non, vous n'avez pas le droit d'aller au Ghana ». Non. Il va au Ghana, mais du Ghana, il va ailleurs. C'est cela la difficulté. Mais je vous affirme, et c'est vrai, que toutes les personnes qui ont tenté cette aventure, qui sont revenues, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais nous avons la possibilité d'effectivement éviter que la personne reparte parce qu'il ne remplit pas les conditions. Mais s'il dit qu'il va au Gabon, il va au Togo, il est dans la zone de la CEDEAO. Mais là, vous faites allusion aux récidivistes, mais ceux qui, pour la première fois, s'en vont, vous retrouvez des difficultés avec ceux-là. Parce que simplement, M. Fofana, ce que j'explique, qui est tout à fait clair, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes dans une zone de libre circulation à l'intérieur de la CEDEAO. Comment est-ce que vous empêchez un Ivoirien qui veut aller au Ghana d'aller au Ghana, s'il veut aller au Ghana? On ne veut pas l'empêcher, par exemple. On demande tout simplement que ces personnes ne partent pas se tuer. Ben justement. Donc, encore faut-il que vous sachiez qu'elles partent jusqu'à aller perdre leur vie et qu'elles vont aussi loin. Si elles disent qu'elles doivent aller à un mariage au Ghana ou qu'elles vont à un mariage au Mali, est-ce que l'État est censé leur dire que vous n'avez pas le droit d'aller à ce mariage? Non. Nous disons que le plus important, c'est la prise de conscience et c'est la sensibilisation. C'est sûr que je discutais avec l'OIM, on a discuté jusqu'au nombre de polices qu'on doit mettre aux frontières, etc. N'oubliez pas qu'aussi en Côte d'Ivoire, il y a une direction chargée de la migration. Il y a aussi un travail qui se fait à ce niveau. Maintenant, on ne peut pas espérer avoir des résultats automatiques et que du jour au lendemain, il n'y ait aucun drame au niveau de la Méditerranée. Parce que c'est un phénomène mondial. Vous avez vu la courbe dont je vous ai parlé. C'est quand même 75% d'Africains qui sont concernés par ce phénomène. C'est énorme. Oui, Madame Bakayoko, à moins que vous... Oui, non, je voulais rebondir pour dire, ils disent qu'ils ne peuvent pas contrôler. Je peux les comprendre. Mais le drame, c'est le chiffre qui augmente de l'autre côté. Ça augmente. Chaque semaine, on a encore plus de morts que la semaine d'avant. C'est ce qui fait peur. C'est pour cela que je me pose la question de savoir, est-ce qu'il ne faut pas repenser la politique mise en place pour empêcher cette migration? Est-ce qu'il ne faut pas revoir? Alors, très bien. Nous avons donc recueilli des réactions de spécialistes qui proposent des stratégies aussi, des stratégies de lutte contre le phénomène. Selon certains, il faut continuer à sensibiliser les candidats à l'immigration. Nathalie Traoré fait partie des personnes qui pensent que le protocole sur la libre circulation des biens et services dans la zone CEDEAO pourrait freiner l'immigration clandestine. Vous aurez le temps de vous prononcer sur ce qu'elle a eu à dire. D'autres, comme Sylvain Kouna Yao, voient la solution dans les conventions telles que la criminalité transfrontalière, qui sont des moyens pour atténuer le fléau. On va les écouter et on va commenter. L'immigration clandestine, elle a toujours existé. Mais aujourd'hui, les médias en font... c'est devenu un sujet d'actualité majeur à cause du renforcement
du renforcement des contrôles aux frontières européennes. Et donc ce renforcement-là a permis le développement des voies clandestines, des routes clandestines, parce que les gens veulent partir, les gens ont marre de la pauvreté, du chômage, des conflits, des guerres et des rébellions et toutes sortes de situations qui entravent la vie sous nos cieux. Et donc ils ont envie d'aller voir ailleurs, ils ont envie de mieux être. Bon, maintenant, pour partir, ils utilisent des réseaux, ils font appel à des passeurs. Ces passeurs, ces réseaux sont très puissants, effectivement, mais il y a des textes, il y a la Convention de Palerme contre la criminalité transfrontalière et le crime organisé, donc, qui permet de lutter contre ces fléaux. Également, d'autres textes sur la traite et tout ça que les États ont ratifiés, qui permettent de lutter au niveau international. Cependant, c'est des réseaux mafieux, c'est des réseaux clandestins, et vous savez qu'on s'adresse aux clandestins lorsque les voies légales sont épuisés. Cependant, les États luttent à travers Interpol, à travers toutes les agences de renseignement, on lutte pour pouvoir venir à bout de ces réseaux-là. Et de plus en plus, la législation internationale est de plus en plus stricte, et c'est un peu ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Je vois votre action dans le sens de la sensibilisation. Le sens de la sensibilisation pour dire aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriennes que l'autre côté n'est pas forcément l'Eldorado, ça peut être le pire cauchemar, et donc il faut mieux arriver à s'intégrer ici à travers les structures que l'État met en œuvre, à travers les moyens de financement qu'on met en œuvre. Il y a la création de l'agence emploi à jeunes, et donc il faut peut-être arriver à également travailler et étudier pour avoir une meilleure situation. Et si éventuellement on voudrait immigrer, alors il y a des voies légales. Il y a d'abord des instruments qui existent au niveau national, au niveau régional et au niveau continental. Par exemple, au niveau de la CEDEAO, on a un protocole sur la libre circulation des personnes et des biens qui encourage déjà une libre circulation au sein de notre espace CEDEAO. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous avons au niveau de l'Union africaine le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Donc, ce sont des instruments qui encouragent déjà les États africains à prendre des mesures pour lutter, pour s'attaquer réellement aux causes de l'immigration clandestine. Mais nous pensons réellement qu'il faudrait que l'Afrique se réveille. Parce qu'aujourd'hui, l'émission que nous avons aujourd'hui est un cri de cœur que nous lançons. Parce que l'Afrique doit prendre ses responsabilités. Il ne faut pas attendre seulement que les présidents européens, l'Union européenne se mobilise. Il faut une réflexion au niveau de l'Afrique, au niveau de la CEDEAO, pour dire qu'aujourd'hui nous avons nos enfants qui sont de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, résoudre leur situation. Ceux qui doivent revenir, qu'ils reviennent. Parce qu'on ne peut plus accepter qu'un Africain vive dans des situations aussi dramatiques. Mais aussi prendre des dispositions pour que nous puissions rester chez nous. Il y a des conditions qu'on peut prévoir. Et c'est en cela que je tiens à féliciter l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Intégration qui a eu des initiatives positives dans ce sens-là. S'il y a des Ivoiriens quelque part, il faut les encourager à revenir chez eux. Et nous pensons que l'Afrique peut offrir quelque chose aux Africains. Je ne crois pas que le risque que nous prenons pour partir mérite vraiment d'être pris. Nous avons des opportunités dans nos pays. Le peu d'argent que nous mettons dans tout ce processus-là, nous pouvons utiliser cet argent pour investir chez nous. Et je préfère immigrer de la Côte d'Ivoire au Burkina que d'aller en Europe. Au niveau des recommandations, nous pensons qu'il faut que instamment, la Côte d'Ivoire peut prendre le lead, qu'on puisse convoquer une conférence au niveau de la CEDEAO sur la question de l'immigration. Et ça, sous l'égide des différents ministères de la jeunesse. Ça, c'est la première chose, parce qu'il faut commencer à tirer la lame. Il ne faudrait pas que ce soit au niveau des chaînes étrangères que nous puissions prendre la mesure de toutes ces situations qui se présentent. Et au niveau de la CEDEAO, une conférence comme ça pourrait attirer l'attention des uns et des autres sur ce fléau. Ensuite, il faut de la sensibilisation. Vous voyez, lorsque nos jeunes veulent partir en Europe, on ne peut pas trop leur dire que ce n'est pas l'Eldorado. Mais il faut qu'il y ait un système de sensibilisation, de plaidoyer pour leur dire: commencez d'abord ici. Si vous voulez partir en Europe, partez par des voies officielles. Ne prenez pas des risques. Il ne sert à rien d'aller échouer dans la Méditerranée. Monsieur Diaby, vous avez écouté deux personnes qui se sont prononcées, qui ont fait des propositions, il y a des solutions. Vous qui avez vraiment vécu la chose aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle est votre solution? Comment maîtriser la migration? Propositions, bon, moi, mon second voyage, je suis parti dans la voie légale aux États-Unis. Donc c'est pour dire qu'il faut que aussi les ambassades aussi facilitent aussi la tâche aux gens. Parce que les gens peuvent aller 1000 fois et ils font un échec en échec. Et c'est pour dire que c'est pour ça que j'ai dit de suite que la solution, vous avez vu qu'aujourd'hui, le passage du Maroc est très 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 difficile d'entrer.
Mais vous voyez que tous ces morts que nous en parlons aujourd'hui, tout cela passe par la Libye. Donc, il faut que nos chefs d'État et les Européens se mettent ensemble pour mettre la Libye dans la stabilité. Tant que la Libye va rester dans ce désordre-là, moi je vous dis, les gens aujourd'hui c'est le trafic humain. Ce trafic humain-là, c'est plus rentable même que de vendre de la drogue. Parce qu'il suffit de prendre au moins 100 personnes. Avec 100 personnes, tu te fais au moins des centaines de millions. Donc c'est pour dire que cette solution-là, tant qu'ils ne vont pas chercher la solution pour dire que tu vas... Il y a une porte qu'il faut refermer. Voilà. Et puis encore, il faut comprendre que, quels que soient les gens effacent les empreintes, tout, il faut démontrer que dès qu'ils rentrent en Europe, quelle que soit la solution, c'est même gens qui rentrent dans l'inégalité, il faut les rapatrier en même temps. Quand vous allez faire ça, les gens vont dire, quand nous rentrons dans l'illégalité, on nous fait retourner, vous allez voir que ça va diminuer. Sinon, je vous dis, il n'y aura pas de solution tant que vous ne faites pas ça. Parce que les gens vont voir qu'il suffit simplement d'entrer, que tu es libre, et ça va rester dans la tête. Parce qu'on ne va pas frapper de porte en porte pour dire qu'on va sensibiliser les gens. Or, pourtant, aujourd'hui, quand on s'assoit dans les grains, quand nos frères nous parlent au téléphone, nos amis voient qu'ils viennent, ils sont habillés, ils sont dans les grosses Mercedes. C'est ce qui donne l'envie. Donc cette envie-là, pour qu'on ne parle pas là-bas, je vous dis, ils n'ont qu'à prendre les responsabilités. Ceux qui vont dans l'inégalité, faites-les rapatrier dans l'inégalité. Très bien. En tout cas, votre message il a été bien compris. Madame Ekra, selon vous, aujourd'hui, comment maîtriser vraiment cette situation? C'est quelle stratégie qu'il faut face au drame qui se répète? Ben, la sensibilisation, rien que la sensibilisation. Parce que moi, je reste optimiste. Malgré la détermination des migrants, en dépit des difficultés qu'ils rencontrent, de vouloir quand même coûte que coûte traverser la Méditerranée, moi, le message que j'ai à leur lancer, c'est l'Eldorado, c'est ici. Ne vous découragez pas. Le rôle du centre d'accueil, c'est de donner un peu d'espoir à tous ces jeunes Africains qui se sentent délaissés, qui se sentent désemparés. Il y a des possibilités ici et nous sommes là pour vous aider, pour les orienter. Aujourd'hui, les États africains communiquent-ils suffisamment sur le sujet? Bien sûr, parce que ce centre, il existe déjà au Mali, il existe au Sénégal, il existe au Cap-Vert. Donc, il y a déjà l'engagement de ces pays africains là, à vouloir combattre ce phénomène. Nous leur disons que notre mission n'est pas de les empêcher de voyager. Il est quand même normal de... Non, tout le monde a compris cela. Oui, d'aller découvrir le monde. Mais il faut s'épanouir d'abord chez soi. Et puis, il faut y aller de manière légale, de manière régulière, afin de bénéficier de tous les droits sociaux dont ils rêvent tant, comme tous ces pays-là. Donc, c'est un peu ça notre message. Madame Bakayoko? Il faut aller au-delà de la sensibilisation. Aller au-delà de la sensibilisation, créer les conditions de maintien de ces jeunes-là. Parce que qu'est-ce qu'ils disent souvent? C'est les guerres qui les jettent sur les routes. Il faut que les Africains créent les conditions de la stabilisation de nos États. Ça, c'est clair. Parce que, je le disais tantôt, les Ivoiriens sont arrivés sur les côtes de Nouadhibou, parce que là, j'ai eu des exemples concrets, parce qu'il y a une instabilité en Côte d'Ivoire. Et donc, la plupart, traditionnellement, nous avions des pays qui avaient beaucoup d'immigrés. Mais des pays comme le Burkina, comme la Côte d'Ivoire, n'étaient pas traditionnellement des gens qui partaient sur les côtes. Alors, la stabilité est forcément l'un des facteurs qu'il faille vraiment promouvoir. Et je reviens sur l'intervention de Nathalie Traoré. Il y a des instruments qui sont là. La CEDEAO, l'Union africaine. Il faudrait quand même que ces organisations-là fassent plus. Personnellement, je ne les vois pas bouger. Je les sens pas bouger. Quand vous dites plus, qu'est-ce que vous voyez si ces instruments existent? À chaque fois, à chaque fois qu'il y a un bateau qui chavire, à chaque fois qu'il y a des morts sur les côtes, je dirais occidentales, on sent la réaction de ces occidentaux-là. Peut-être certainement qu'eux, ils voient y arriver des cadavres, ils sont plus réactifs, mais il faut que nous soyons plus réactifs. Il faudrait que ces instruments-là vraiment jouent le rôle auquel ils veulent vraiment aspirer, c'est-à-dire stopper drastiquement, on ne peut pas arrêter complètement, ça c'est sûr, mais stopper drastiquement vraiment cette migration-là qui ne fait que du mal à l'Afrique. Quoi qu'on dise, c'est des cerveaux qui partent. C'est des petites mains qui peuvent contribuer justement à la stabilité de cet État-là qu'on laisse partir. Alors, au-delà de la stabilité, il faudra que les États s'impliquent.
Et M. Konaté, souvent, j'ai envie de dire qu'on expulse, on ne rapatrie même pas. C'est bien le drame. C'est-à-dire que le rapatriement, c'est envoyé vers le pays d'origine. L'expulsion, c'est sortir la personne des frontières. Dans le cadre de beaucoup de pays qui, pour des raisons économiques, font de l'expulsion, c'est mettre les personnes en dehors des frontières qui peuvent faire courir davantage des risques, à ces personnes qui sont mises hors des frontières. Je voulais, pour rebondir sur tout ce que vous avez dit, dire que le centre est un investissement quand même, c'est un appui de la CEDEAO et du Fonds Espagne. C'est la CEDEAO et l'Espagne justement qui créent et qui financent ce centre avec les instruments que nous sommes, l'État, pour permettre justement une meilleure sensibilisation. Mais comme je suis d'accord avec vous sur un plan, que ce n'est pas seulement de la sensibilisation que nous faisons. Il y a une politique plus concertée au niveau de la CEDEAO qui a conduit à la création de ces différents centres. Il y a la politique des livres circulation. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'intérieur de l'union que constitue la CEDEAO. Mais nous devrons maintenant peut-être réfléchir à plus de rapports de cohésion avec les autres pays d'Afrique centrale, de sorte qu'il y ait une politique plus concertée. Tout cela existe, tous ces instruments existent. Qu'est-ce qui manque jusqu'à présent? Qu'est-ce qui manque, Madame Ekra, à votre avis? On vient de citer beaucoup de choses au sein de l'Union africaine, au sein de la CEDEAO. Mais qu'est-ce qui manque pour que jusqu'à présent, on sent que c'est assez difficile quand même de freiner la migration? Bon, je pense que... je suis désolé de prendre la parole. Oui, allez-y. Je pense surtout que, comme je l'ai expliqué, la migration, c'est un phénomène qui existe depuis toujours. Ce que nous ne voulons pas, c'est l'immigration irrégulière. Ce qu'il faut faire, c'est encourager, créer davantage de conditions pour la migration régulière et décourager la migration irrégulière à travers non seulement des campagnes, mais aussi la création de fonds, comme la Côte d'Ivoire est en train de le faire. Aujourd'hui, nous avons eu la possibilité, dans les pays où les Ivoiriens étaient en détresse, d'intervenir de façon exceptionnelle pour leur permettre de revenir en Côte d'Ivoire avec un appui et de repartir vers leur famille. Bon, je pense que c'est un excellent travail qui a été fait. À cela, je rends hommage au chef de l'État pour les efforts qu'il a faits, pour tous les Ivoiriens qui se retrouvaient à l'extérieur, qui étaient en détresse et qui nous ont approchés, qui ont pu revenir vers leur famille. Mais ces exemples, c'est toutes ces personnes comme M. Diaby qui interviennent sur des plateaux de télévision, comme les autres personnes que nous avons écoutées. Toute cette sensibilisation va porter des fruits. L'émission d'aujourd'hui va porter des fruits. Elle sera, je suis sûr, sur votre site internet. Nous aussi au ministère, on va en faire un bon usage, de sorte qu'on aboutisse à une vulgarisation de la prise de conscience et qu'enfin, nous en Afrique, nous comprenions que l'Afrique au demeurant, c'est l'avenir. Il ne reste plus que 3 petites minutes. Madame Nekra, pour terminer, quelle est votre conclusion? Donc, je m'aurais dit, par exemple, je voudrais pouvoir lire l'adage d'un jeune migrant déterminé qui disait que celui qui lutte peut perdre, mais celui qui refuse de lutter a déjà perdu. Pour revenir à la sensibilisation, qui est vraiment essentielle dans toute cette bataille contre ce phénomène. Sensibiliser et rien que sensibiliser. Mais on vous a dit qu'il faut aller au-delà de la sensibilisation. Mais quand on sait qu'il y a des personnes qui abandonnent leur commerce, qui sont socialement bien installées, mais qui décident de tout abandonner pour partir, ce n'est pas seulement une question de misère. Donc c'est la sensibilisation. C'est cette manière de penser qu'il faut changer. Absolument. En leur faisant comprendre que l'Eldorado, c'est en Côte d'Ivoire, l'Eldorado, c'est ici, et que votre rêve, vous pouvez le réaliser chez vous. On a bien compris votre message. Madame Bakayoko, lorsque vous avez parlé d'aller au-delà de la sensibilisation, qu'est-ce que vous voyez au-delà? Au-delà, l'intervention des États, je reviens toujours sur cet aspect-là, parce que la sensibilisation, jusqu'à présent, ne porte pas réellement ses fruits avec tous ces migrants qui meurent chaque semaine. Il y a encore plus de personnes qui meurent sur les côtes africaines. Et donc, au-delà de la sensibilisation, il faut réfléchir à autre chose. Il faut mettre en branle vraiment toute cette machine sous-régionale et autres pour pouvoir stopper drastiquement cette immigration. Monsieur Diaby, si c'était à recommencer, vous ne recommencerez pas certainement? Non, même dans ma mort, même. On vous a très bien compris. Ouais. Monsieur Konaté, pour terminer. Mais en tout cas, vous dire merci de l'occasion que vous avez pu nous offrir, de nous exprimer sur ce sujet, démontrer que ce sujet nous tient à cœur au sein du ministère de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur. Nous travaillons en appui avec tous les autres ministères techniques concernés par la question. La question migratoire est une question transversale. Et toute question transversale mérite qu'il y ait toute implication de tout le gouvernement. Donc nous allons proposer aussi qu'il y ait une sorte de comité présidentiel présidé par le chef de l'État avec tous les ministères techniques concernés, de sorte que
toutes les décisions prises, qu'il y ait quand même une application plus rapide de toutes les décisions prises et qu'il y ait effectivement davantage d'actions, comme vous le souhaitez, sur la question migratoire. Mais je vous rassure, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais tout n'est pas explicable ou tout n'est pas à expliquer. Et pourtant, tout devait être expliqué ici à la RTI. En tout cas, à la RTI, on ne vous cache rien, tout devait être expliqué. Merci encore, monsieur Konaté Isiaka. Je rappelle que vous êtes le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Merci à vous, madame Cynthia Evelyne Eka, directrice du centre d'accueil des migrants. À vous aussi, monsieur Djabi Drissa. Vous êtes ancien candidat à l'immigration et aujourd'hui, vous êtes une personnalité établie en Côte d'Ivoire. En tout cas, très heureuse d'être en Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Et madame